Quelle est l'espérance de vie d'un citoyen? Que feraient les faibles s'ils en avaient la force et les moyens? Comment arrêter de se faire tondre la pelouse sur le dos? L'important, c'est la victoire collective ou le but en solo? Quel âge a votre rébellion? Depuis quand ou décline-t-on? Êtes-vous à jour de vos hypocrisies? Qui a la main mise dans ce pays? Démocratie. Ces dernières années, ce mot a vraiment été beaucoup trop prononcé, au moins autant que République, si bien qu'il en a perdu son sens. Notre démocratie est représentative. Elle est également à bout de souffle. Des contestations d'une nature nouvelle et d'une ampleur inédite révèlent un profond malaise. Moi, c'est Eric. J'ai 30 ans et depuis que je m'intéresse à la politique, disons depuis les présidentielles de 2002, on me promet plus de démocratie pour lutter contre les extrêmes et une république exemplaire pour redonner confiance en la politique. Ça fait donc 15 ans que j'entends ça et ça a fini par m'intriguer. Ou m'agacer. Oui, m'agacer plutôt. J'ai donc éteint la télévision et j'ai cherché d'autres solutions. Sur les places publiques comme sur les réseaux, nombreux cherchent à reproduire une forme d'agora, l'expérience démocratie au sens athénien. Ainsi, j'ai rencontré de nombreux porteurs de projets qu'on appelle aujourd'hui les civic tech. Une civic tech est une initiative qui utilise Internet pour accroître la participation des citoyens à la vie publique, créer de l'intelligence collective ou rendre l'action politique plus lisible et transparente. Et le meilleur endroit pour les rencontrer, c'était à Paris, en novembre 2016, à l'Open Government Partnership, un colloque mondial pour des gouvernements ouverts, une sorte de COP21 de la démocratie. Bien évidemment, chaque officiel s'est attaché à souligner l'urgence d'aller vers plus de démocratie. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Montesquieu, qui ne s'était pourtant pas déplacé pour l'occasion, disait que pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Nous sommes donc partis à la rencontre de ce lobby citoyen, ces hommes et ces femmes qui ont créé des outils pour faire entendre notre voix, pour améliorer le système représentatif, le modifier et parfois même le remplacer. Ils percent des plafonds de verre, contournent ou hackent les institutions. Là où nous aurions été découragés par l'immobilisme et les faux-semblants, ils œuvrent pour construire les outils démocratiques de demain, pour réinventer la politique. Il est grand temps, en effet, de s'interroger sur le fonctionnement politique, la représentativité, la place des citoyens dans la décision politique, qui me paraît mais absolument nécessaire. Votre génération porte le changement, ça c'est une certitude. J'ai le blues. J'ai le blues du système représentatif électif, le blues affectif effectif. Je suis total déprimé, je veux m'auto-guillotiner. Je suis complètement fractionné du référendum, parasité du bulbe, capoute, fini, illégitime. Mon système électif est dépassé, je digère plus rien, j'ai des gaz de schiste. Les potes des écoles des élites squattent l'audimat depuis belle lurette dans un ballet façon mercato, bonobo, footballistique. Le peuple en peut plus, l'électeur en perte de repère se rétracte, se retient, s'autarcise, bref, s'en fout. Lassé des frasques incessantes de ces infects incestes qui pervertissent mon bel outil démocratique. Pour partir du bon pied, il nous fallait un expert, un prof, un chercheur. Un type qui avait commencé à creuser le sujet de la démocratie participative bien avant que ça titille les Français. Loïc Blondiot est parfait pour ça. On le voit partout aux abords d'une grande élection, il répète les mêmes choses et prêche dans le désert depuis des décennies. Et même si le désert se fait moins aride ces derniers temps, on a commencé par s'excuser de poser les mêmes questions que tout le monde depuis 30 ans. Oui, en fait, c'est à peu près toujours les mêmes questions qu'on me pose, et c'est des questions qui sont aussi anciennes que la démocratie. Alors en fait, c'est est-ce que le citoyen est suffisamment compétent pour participer? Est-ce qu'il a envie de participer? Est-ce qu'il est suffisamment légitime? Est-ce qu'il a suffisamment de temps? En fait, on a toujours finalement les mêmes réflexes quand il s'agit d'étendre le domaine de la démocratie. Mais il y a une chose qui a changé objectivement, c'est que le contexte politique a jamais été aussi sombre, hein, il est presque crépusculaire
aujourd'hui. Et là, l'interrogation sur la démocratie, elle devient absolument centrale. La première étymologie du mot représentation, elle renvoie à l'idée de représenter quelque chose qui est absent, qui n'est pas là. Alors on parle de représentation artistique, de représentation théâtrale. Il y a cette idée finalement de matérialiser une absence. Et puis il y a une deuxième étymologie qui est celui qui représente, c'est celui qui parle au nom de quelqu'un d'autre. C'est un sens un peu plus juridique. On dit que les ambassadeurs sont des représentants de leur pays dans un autre pays. Et c'est la fusion des deux qui crée finalement notre notion de représentation politique. Il est communément admis depuis la fin du XVIIIe siècle que la représentation politique se fait via une élection. La majorité, à 50% des suffrages plus une voix, donne la légitimité du pouvoir. Pourtant, les formes démocratiques antérieures à la modernité libérale ne prétendaient pas organiser l'intégralité de la vie politique sur une telle base. En Grèce antique, 90% des responsabilités publiques étaient tirées au sort. Seuls les postes les plus complexes, notamment l'armée et les finances, restaient entre les mains de personnalités élues. Face aux premiers redoutables orateurs de l'Agora, les institutions s'étaient organisées avec méfiance. Elles avaient mis en place des contre-pouvoirs citoyens et des systèmes de mise à l'écart d'hommes politiques trop peu soucieux de l'intérêt collectif. On trouvait donc une grande participation de citoyens tirés au sort et d'importants dispositifs de contrôle de l'action publique. On trouve également chez les Iroquois ou certaines sociétés tribales amérindiennes des systèmes politiques différents. Éprouvant une aversion pour la subordination, ces sociétés se sont construites avec des chefs nommés par les membres de la tribu. Ces chefs n'étaient que des porte-paroles. Ils occupaient une fonction symbolique révocable à tout moment et n'en retiraient que peu de privilèges. À Venise, au Moyen-Âge, les grandes et puissantes familles mirent en place un système de représentation particulièrement complexe. Mêlant différentes chambres, différents types de représentation, comme le tirage au sort, la nomination et l'élection, Venise choisissait ainsi un conclave de 41 personnes. Ce conclave élisait un doge, magistrat suprême au pouvoir limité, avec plus de 25 voix sur 41. Sans cette majorité, il fallait revoter, comme pour l'élection d'un pape. Ainsi, en 1655, Carlo Contarini fut élu doge au terme de 68 scrutins successifs. Ce système politique perdura près de 1000 ans à Venise. Se faire représenter n'est pas une mince affaire, et chacun de ces systèmes politiques avait pour but de protéger les libertés individuelles, d'instaurer une relative égalité entre citoyens et surtout de trouver des représentants légitimes. En France, après 150 ans de démocratie représentative, il semblerait que nous redécouvrions que d'autres formes politiques existent. Le rapport entre représentants et représentés, il a vraiment considérablement évolué au cours des 30 dernières années. Il y avait un type de relation qui était assez largement répandu entre les représentants et les représentés, qui était la délégation de confiance. On avait élu quelqu'un, on lui laissait le faire le job, et puis éventuellement on le réélisait ou pas à la fin, et en même temps on se contentait finalement d'une position de relative passivité. Cette relation de représentation, elle existe encore dans les catégories les plus âgées de la population. Aujourd'hui, ce qui change avec de nouvelles générations, c'est que cette confiance a priori, elle n'existe plus. Maintenant, ce qui s'impose, c'est la défiance. Et il y a une volonté de contrôler ce que fait le représentant. Il y a une volonté de dire son mot dans l'intervalle entre les élections. Et on a des citoyens qui sont à la fois plus distants, de moins en moins indifférents, mais aussi de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux, dans des tas de contextes, pour rappeler aux représentants qui les a élus. Il y a des députés qui prennent des claques sur la place du marché parce qu'il y a un citoyen sur un sujet clé, il a des réponses, il a des solutions, il a des idées, et le député lui-même, le représentant, parfois il est un peu chez-père à chercher dans sa mémoire deux, trois éléments de langage parce que le mec en face, non, dans son esprit c'est clair. Là où le monde était toujours un monde vertical, la politique, la culture, la science venaient toujours du haut vers le bas. Nous sommes maintenant, par les réseaux et par Internet, rentrer dans un monde qui s'est horizontalisé et où tout à coup les citoyens ont accès à des domaines d'expression et d'action qu'ils ne connaissaient pas à ce point auparavant. Et ça, c'est votre génération déjà qui pilote ça. Et votre génération, elle est confrontée à des questions d'une importance première, quoi. L'environnement, le climat, c'est une question existentielle. L'avenir de l'humanité est engagé là-dedans.
Il y a un fait établi mondial de la crise de la démocratie et de la fin du statu quo. Et aujourd'hui, on n'est vraiment passé un cap où il y a une reconnaissance, même à l'intérieur de l'institution, de l'urgence démocratique. C'est marrant, tu sais, c'est fini l'époque où on demandait aux députés quelle est la solution que vous proposez. Maintenant, c'est les députés qui viennent voir les gens en demandant quelles sont les solutions que vous me proposez. Et je trouve ça génial, enfin, tu as eu un renversement démocratique qui est hyper bon signe. En tant qu'élu, je suis simplement, avec mes collègues, je l'espère, engagé pour être la chambre d'écho de ce qui va se passer là. Pas pour être... Moi, je ne suis pas frappé de la magie. Les élus, sont pas, parce qu'ils sont élus, ne deviennent pas des gens supérieurs. C'est des gens qui doivent être à côté des citoyens, faire avec les citoyens. Il faut inventer une nouvelle relation, une nouvelle légitimité du système de représentation et d'une démocratie qui ne doit pas être la démocratie exclusive de l'urne. Aujourd'hui, on essaye de réinventer des formes de ce que l'on appelait le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est finalement l'obligation qui est faite aux représentants de consulter les représentés avant de faire des choix. La démocratie liquide que porte le Parti pirate, elle repose sur ce principe. C'est-à-dire qu'il y a des représentants, c'est clair, hein, il y a des porte-paroles, mais les porte-paroles, quand ils doivent voter pour quelque chose, doivent consulter ceux qui les ont élus et tenir compte de ce qu'ils pensent. C'est un peu ce que défend aussi le collectif Ma Voix en France, des députés qui ne seront que la bouche de leurs représentants. Le sous-commandant Marcos, tu sais, au Mexique, dans la province du Chiapas, a théorisé ça en parlant de gouverner en obéissant. En fait, les vrais maîtres sont ceux qui élisent et les serviteurs sont les représentants. On a eu dans nos démocraties tendance à inverser complètement cette logique. Or, elle est praticable dans le cadre de nos institutions elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut essayer de rapprocher via des plateformes, via des engagements que pourraient prendre les représentants, de suivre l'avis des représentés. Et je reviens sur cet exemple du collectif Ma Voix. Ils vont essayer d'envoyer à l'Assemblée des gens qui n'ont pas de programme, a priori, autre que celui de dire, sur chaque loi, nous allons organiser un débat et nous prendrons position en fonction de ce que les gens nous diront. C'est une manière pour eux d'inciter les citoyens à ne plus être passifs, c'est-à-dire à ne plus rentrer chez eux, laissant les représentants faire leur travail dans l'intervalle entre les élections. Ça, c'est un changement complet de mentalité et de culture politique. Bonjour, est-ce que vous voulez être mon député? Bien sûr. Oui, ça vous intéresse? On cherche des députés. Ouais. Pour hacker l'Assemblée nationale. C'est Ma Voix, c'est un collectif de citoyens. Vous êtes affilié à quel mouvement? Aucun. C'est pas du tout un parti politique. On veut remettre de la démocratie dans la démocratie. Ça vous dit pas de gouverner un petit peu? Non? Que vous soyez acteur des lois, en fait. Qu'on arrête de donner les clés. On cherche un député! Un peu jeune encore. Si vous n'avez rien à faire pendant les 5 prochaines années, l'idée là c'est de faire un tirage au sort en fait pour éviter qu'il y ait des carrières politiques ou professionnelles de la politique qui se mettent dedans. Vous êtes assis à l'Assemblée nationale tout le temps. C'est notre condition parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnisme. Nous on veut que notre député Ma Voix soit à l'Assemblée pendant le vote des lois. C'est quand même la base. Est-ce que ça vous intéresse de gagner 5 000 € par mois? On essaie qu'il n'y ait plus de promesses à faire et juste que les gens puissent s'exprimer sur chaque loi, quoi. On veut que les citoyens puissent voter sur toutes les lois qui sont à l'Assemblée nationale. Au lieu de voter une fois pour un candidat tous les 5 ans, voilà, vous pourrez voter sur toutes les lois. En fonction de ce que les citoyens et citoyennes auraient eux-mêmes voté sur une plateforme. Ils auraient juste à transmettre le vote. On fait comme un cheval de Troie dans l'Assemblée nationale. Ils sont en train de me dire qu'il faut redonner le pouvoir au peuple. C'est exactement ça. Oh, mais je suis les deux pieds dedans depuis 60 ans. Et bon, maintenant, on pourrait le faire avec le net. On veut faire partout en France, dans toutes les circonscriptions. Ouais. C'est un mouvement citoyen. En gros, on veut tester la démocratie directe. C'est intéressant. Vous seriez prêt à expérimenter une plateforme en ligne comme ça où les citoyens votent? Bah ouais, pourquoi pas. On va arriver à avoir un consensus à un moment donné ou Il n'y a pas forcément besoin de consensus. L'idée, c'est que s'il y a plusieurs députés Ma Voix, donc par exemple, il y a 10 députés Ma Voix, s'il y a 60% des gens qui ont voté oui, il y a 6 députés sur les 10 qui voteront oui. Après, j'ai aussi envie que les gens qui ne soient pas d'accord avec moi, ils puissent s'exprimer en permanence. Il n'y a pas de problème, oui. Ah d'accord, donc je me connecte dessus et je peux voter. C'est ça. Bon si jamais vous voyez un petit carton Ma Voix aux élections législatives, n'hésitez pas à... L'idée, c'est d'envoyer des députés à l'Assemblée, là, en juin 2017. Il a écrit quoi ici? Ma Voix. C'est bon, c'est facile à retenir, mavoix.info. C'est important? C'est très important, notre chérie. C'est même capital. Capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus que très important. Je suis une petite démocratie banale, moi.
poignée de main, un conseil de quartier, le bistrot du coin, un jeune pas encarté, un maire qui en a, la dame du marché. Et pourtant, autour de mes bassins, c'est l'émulation, la grosse marée. Ça frétille dans mes contrées, en France et à l'étranger. J'influence, je suis capitale, je lais mon fauteuil en rotin à la mairie du coin. J'inspire, je fédère, je me déhanche, je me démène dans tous mes territoires. C'est bientôt mon heure de gloire. Et mes débats musclés en place publique, tu les aimes mes débats? Et mes ébats dans mes bassins, tu les aimes mes ébats? Donc du coup, ce qui est génial là d'être avec un camion qui permet d'aller partout dans le territoire, c'est qu'on va à la rencontre d'initiatives citoyennes qui sont sous les radars de la médiatisation ou de l'institution qui est souvent trop centralisée. On entend souvent deux choses difficilement contestables sur le renouveau de la démocratie. La première, c'est que le numérique change la manière de faire de la politique. La seconde, c'est que le renouveau a déjà commencé au niveau local. En 2014, la petite commune de Saillant a élu maire une liste collégiale de 1200 personnes. Des villes comme Grenoble, Nantes ou Mulhouse mettent la participation des citoyens au cœur de leur politique publique. Et Paris propose aux Parisiens de décider de l'utilisation de 5% du budget d'investissement annuel. En fait, il deviendra bientôt difficile pour un maire ou une région d'assumer une vision pour son territoire sans la co-construire avec les habitants. Armelle Lecause connaît bien ces problématiques et a créé le programme Territoire hautement citoyen. Une cure de démocratie et de citoyenneté en ligne et sur le terrain à suivre pour votre ville, votre département ou votre région. Ici, la région Centre-Val de Loire a été convaincue par la nécessité de suivre ce programme. Nous sommes à un moment particulier pour la région qui s'engage dans une démarche qu'on a appelée « Faire vivre une démocratie permanente ». C'est un an pour aller dans les territoires, essayer des choses, expérimenter, discuter, s'inspirer de pratiques qui sont conduites par des citoyens dans les territoires pour, à la fin, améliorer la démocratie à l'échelle régionale. Il faut imaginer, il faut créer. Donc on est parti sur une hypothèse de travail, c'est de dire que si on voulait du nous, il fallait aller à la rencontre des gens, parler avec eux, aller rencontrer ceux qui sont en colère, aller rencontrer ceux qui agissent, portent des initiatives dans les territoires, sont en train de transformer le monde. Et donc pour partir à la rencontre de tous ces citoyens, finalement on est parti en tournée citoyenne, tournée démocratique dans tous les territoires. Les idées sont bonnes pour faire avancer la démocratie dans nos territoires, pour qu'elle soit inclusive, pour qu'elle elle porte aussi notre capacité à faire face aux défis devant lesquels nous sommes. Et on est convaincu qu'on n'y répondra pas tout seul, que les élus ne sont pas touchés par la grâce magique et qu'ils n'ont pas eux tout seuls les solutions, ils les auront avec vous. On passe 4 jours entiers dans chaque département et à chaque fois on a une journée entière dans un bassin de vie. Donc du matin à 8h au soir 22, 23h, voire même la nuit, parce qu'on va dormir chez les citoyens. C'est quand même beaucoup plus simple d'associer des citoyens à des dossiers qui les concernent directement. Et surtout, c'est beaucoup plus simple de créer de la confiance à cette échelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand tous les gens se connaissent, peuvent apprendre finalement à travailler ensemble, c'est beaucoup plus simple que quand ils le font à distance. Il est sûr que les mairies aujourd'hui sont très en avance sur beaucoup de dossiers par rapport aux pouvoirs nationaux. La politique, elle est partout. Donc souvent, on a l'impression que la politique, c'est dans le conseil régional, c'est à l'Assemblée nationale, c'est le président de la République, c'est les ministres. Non, la politique, elle est partout, elle est dans nos choix quotidiens. Si jamais je choisis de manger tel aliment plutôt que tel aliment, je fais un choix qui est en soi politique. Si jamais je choisis de vivre dans telle maison, de rénover mon habitat, de circuler et de me déplacer dans tel type de véhicule, je fais un choix qui est politique. Et donc, les gens qui disent la politique c'est de la merde ou la politique ils sont tous pourris, moi c'est ça que je leur réponds, c'est de leur dire mais arrêtez, en fait vos choix sont politiques et surtout vos non-choix sont politiques. On a construit la vie d'un personnage fictif qui s'appelle Gauthier Louisette. Le but du jeu, c'est de voir quand dans une journée aussi remplie, et comment et de quelle manière on peut s'impliquer pour la démocratie dans notre territoire. Moi j'ai mis un fléchage sur le matin pour la garde des enfants, trajet, gestion, tout ça, comment il peut
prendre part à tout ça. Ok, donc si j'essaye de résumer et de traduire, conseil accompagnement sur la pause café pendant le boulot. Sans que ça soit... Sans que ça soit formalisé. Ok, donc on apporte l'aspect intergénérationnel et le sport qui est un vecteur de citoyenneté. Les idées qu'il peut avoir, en tout cas, il les envoie donc, à sa mairie, à ses élus. Via une application, via son smartphone. Voilà. Okay. C'est un peu une première, et c'est une voie qu'on peut explorer ensemble, que d'aller en immersion totale dans les territoires, que d'aller du matin au soir rencontrer les gens, que d'aller dans tous les endroits où sont les gens, y compris dans leur circulation du quotidien. On a été dans le tram, poser des questions aux gens, faire voter les gens dans le tram. On a été dans des quartiers populaires, on a été dans des toutes petites communes rurales, on a été voir des agriculteurs, on a été voir des conseils de citoyens, on a multiplié les lieux, les types de personnes rencontrées et la manière de discuter. L'objectif, c'est d'accompagner, de proposer aux collectivités des outils et des méthodes d'innovation démocratique. J'ai 2 tas de post-it. Sur les post-it roses, vous notez les problèmes. Sur les post-it jaunes, on est plutôt sur les solutions. L'objectif, là, qu'on a en venant vous voir, c'est de prendre auprès d'un maximum de gens dans la région des propositions et des idées et de les publier sur la plateforme démocratie-permanente.fr. Sur cette plateforme, on intègre toutes les propositions. N'importe quel internaute peut venir rajouter lui-même une idée dans la boîte à idées ou dans la consultation en ligne qui est en cours sur la question de la démocratie. On a bien ça. Ça a été une matinée très enrichissante. J'ai pu rencontrer des personnes de mon bassin de vie que je ne connaissais absolument pas. Je conseille fortement à tout le monde de participer. C'est un moment qui est très convivial, qui est enrichissant aussi bien collectivement que personnellement. Je trouve intéressant les débats, les rencontres où on peut parler de thèmes et d'autres. Les personnes sont vraiment motivées. On sent que voilà, il y a un nouvel élan qui se lance. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer et on nous écoute. Venir ici, c'est se dire qu'à plus, on peut émettre des idées, on peut partager, on peut s'écouter. La région Centre-Val de Loire, aujourd'hui, c'est la seule région qui a un élu en charge de la question démocratique. Toutes les autres régions, il n'y a personne qui est directement en charge de la question démocratique en tant que telle. Là, si on met rien que 1% de toutes les idées qu'il y a eu en application, on peut changer en profondeur le fonctionnement de la démocratie dans la région Centre-Val de Loire. Et on peut faire de la région Centre-Val de Loire la région pilote en France, peut-être en Europe, peut-être dans le monde, d'une transition démocratique. Le vote reste un acte et un pilier de la démocratie, mais il doit être complété d'une construction permanente et collective des décisions, d'une construction permanente et collective d'initiatives pour le bien commun, d'une construction collective et permanente de l'intérêt général. Moi, je m'engage à faire de toute cette matière qui va venir de 1 an de tournée dans les territoires, des propositions concrètes pour améliorer la démocratie en région Centre-Val de Loire. Finalement, la démocratie ne se porte pas si mal au niveau local. Toutefois, la France n'est pas vraiment en avance par rapport à ses voisins. Et il semblerait que plus de démocratie, de participation et de transparence aillent de toute manière dans le sens de l'histoire. On peut aussi se dire que l'histoire part un peu dans tous les sens. Et en ce qui concerne les dérives autoritaires et le repli nationaliste, la France, là, n'est en retard sur personne. Bref, revenons à notre démocratie locale. Le temps presse. En creusant le sujet, on s'aperçoit que s'il est aisé d'entamer une discussion démocratique au niveau local, il est également toujours complexe de définir un périmètre de participation. Imaginons par exemple que je souhaite construire un aéroport et que je décide de demander l'avis des citoyens. Qui doit faire entendre sa voix? Qui est légitime pour participer? Ça fait des décennies qu'on se casse les dents sur cette idée du périmètre démocratique idéal. À quel périmètre est-ce que c'est judicieux de construire une ligne de TGV? Est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est au niveau régional? Est-ce que c'est au niveau de chacun des départements qui est traversé par la ligne de TGV? Ou est-ce que c'est au niveau de chacune des communes que la ligne de TGV traverse? Mais c'est une vraie question en fait, c'est une question fondamentale. Et effectivement, au moment de Notre-Dame-des-Landes, on a vu que la question du périmètre
sur lequel on pose la question êtes-vous pour ou contre est extrêmement importante. Dans beaucoup de concertations, il y a un déséquilibre qui se crée, c'est-à-dire que ceux qui sont contre les projets sont beaucoup plus souvent mobilisés que ceux qui pourraient en profiter. On le voit sur les lignes à très haute tension. Ceux qui pourraient bénéficier de ces équipements ne sont jamais amenés à prendre la parole parce qu'ils ne viennent pas spontanément et en plus on ne leur donne pas puisqu'on organise des réunions sur place. Donc il y a un vrai problème de déséquilibre, d'échelle. Toi, par exemple, à titre personnel, tu peux être pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes parce que tu trouves globalement que les pauvres types qui habitent dans le centre-ville de Nantes, qui voient les avions qui passent toute la journée au-dessus de la ville, finalement c'est peut-être pas mal si l'aéroport il est à 30 bornes, c'est peut-être mieux pour eux. Donc à titre personnel, tu trouves que c'est plutôt... Mais en fait, tu as une maison de campagne à 7 km de l'aéroport et en fait, tu n'as pas du tout envie d'avoir ta maison. Parce que chez toi, dans ta maison de campagne, tu n'as pas envie. Donc tu es favorable globalement à des projets, mais quand ça te concerne vraiment directement, en fait, tu n'es pas du tout favorable. Et cette dimension géographique, elle est super difficile à choper en concertation. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la déchetterie. On a tous besoin de déchetterie, c'est nécessaire, mais personne n'en veut au bout de son jardin. C'est extrême, c'est probablement plus compliqué de construire une déchetterie que n'importe quoi en France. Les centrales nucléaires, les prisons, c'est le même problème. Très très compliqué de construire une prison aujourd'hui. Tu peux être certain qu'au niveau de la démocratie locale, tu vas générer de l'opposition très forte, évidemment. Donc la question du périmètre se pose à chaque fois, en fait. Identifier, avant que le projet se fasse, quelles vont être les attentes, les incompréhensions, les blocages des uns et des autres, et se donner la possibilité de construire. Mais aussi avec la possibilité qu'au bout du processus, on arrive à un résultat qui est de dire que, manifestement, il vaudrait mieux ne pas faire le projet. Mais je pense que c'est aussi ça la difficulté et l'enjeu pour des décideurs de pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, il y a des projets qui vont désirer vouloir faire et auxquels ils devront renoncer. Parce que les populations n'en veulent pas. Nous y voilà. La démocratie participative, c'est swag. Les élus kiffent, tout le monde adore. Mais que se passe-t-il lorsque les citoyens disent non ? Lors du référendum sur la Constitution européenne en 2005, nos dirigeants n'ont pas respecté l'avis des Français. Ce fut une catastrophe pour la confiance nécessaire que doivent entretenir citoyens et élus. Mon ennemi, c'est la finance, ma femme bosse pour moi, mon cul, c'est du poulet. Les exemples de trahison en politique sont légion. Alors, pourquoi participer à la vie de la cité si le coup de poignard n'est jamais loin ? Et soit l'institution et le conseil régional réussissent à en faire quelque chose, il réussit à changer son propre rapport au citoyen, sa propre manière d'intégrer le citoyen dans la construction de sa politique publique, soit il va être timide et il ne va pas changer les choses en profondeur. Si tu considères que les bonnes décisions sont celles qui te conviennent à toi, dis pas que tu veux faire de la démocratie. Alors, ce que tu veux, c'est faire comme les autres. C'est que tu veux remplacer une élite par une autre que tu incarnerais toi parce que tu sais mieux que les autres. Quand tu viens dans un processus de participation, tu as le droit d'avoir des convictions, une vision, etc. Mais si tu es dans une démarche de démocratie, tu vas devoir entendre, accepter le point de vue des autres et peut-être même t'y soumettre s'il ne va pas dans le sens du tien. Aujourd'hui, on est dans un fonctionnement qui reste assez pyramidal dans les institutions. C'est ça qu'on essaye de changer. Mais en gros, si le président de la région ou le directeur général des services de la région décide de bloquer, de freiner ou de tout mettre à la poubelle, ils en ont le pouvoir. Et donc aujourd'hui, c'est eux qu'il faut convaincre. Ils sont déjà suffisamment convaincus pour avoir mis de l'argent public sur cette question de la démocratie. C'est rare. Donc, il faut déjà voir le courage qu'a eu la région Centre-Val de Loire de faire ça. Mais il faut qu'ils transforment l'essai jusqu'au bout. En fait, les élus qui se prennent encore pour le général vont peu à peu être poussés vers la sortie. La France de papa, c'est terminé. La démocratie représentative devra peu à peu s'obliger à prendre en compte l'avis des citoyens et rendre ses prises de décision plus transparentes. Plus encore, elle devra nous donner les moyens de contrôler l'action publique et graver cela dans le marbre de la Constitution. On voit que la diversité des participants était quand même, en termes de nombre de personnes, il y avait des gens d'un peu partout. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Il y a un enthousiasme. C'est même plus qu'un enthousiasme, mais les gens ils repartent tous méga happy. Allez, c'est parti. Et donc ça, tu vois, c'est un pain au chocolat à 20 centimes à peu près. C'est le pain au chocolat de Jean-François Copé. Dans un carré VIP, nus et constitués, les députés et les sinistres jouent à strip emploi fictif. Oh mon Dieu. Ils se corrompent le bulletin, s'immunisent le gratin, c'est touffu, ça flambe, l'assemblée est affolée.
Moi, Miss Démocratie, je dois me reconstituer. Travaille-moi au bistouri constitutionnel. Avec toi, je suis prête au bras de fer réel. Recadre mes fortes têtes et leurs ardeurs politiques. Car sur leurs Champs-Élysées, en toute impunité, ils se font la 5e République. On a les muses, les mythes et les mots que l'on mérite. Quelles sont les démarches pour imposer une 6e République? Quelles sont les démarches? C'est marrant comme question. Bah écoute, il faut que tu retires un dossier en préfecture, que tu dis bonjour, tu dis à l'accueil bonjour madame, je souhaiterais créer une 6e République, elle va donner un fascicule à remplir. Ah, c'est ça les démarches. Ouais, non, il faut changer la Constitution, mon gars. Pour changer la Constitution, tu connais comme moi le principe. Hein. Il faut soit un référendum, soit le Congrès. Alors une Constitution, c'est évidemment quelque chose d'absolument capital. Il y a partout une Constitution et il est essentiel que ce soit un texte d'une nature spécifique, c'est-à-dire qui s'impose à l'action des gouvernants ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que le texte constitutionnel, il détermine 2 choses. Il détermine d'abord des droits qui conditionnent la démocratie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas respect de ces droits, s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'état de droit, n'importe quel gouvernement issu du suffrage universel peut défaire les bases de la démocratie, c'est-à-dire peut remettre en cause la démocratie. Or, si on proclame comme intangibles, comme sacrés, des droits, comme ce qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme, comme ce qu'il y a dans le préambule de la Constitution de 1946, qui forme aujourd'hui le socle de notre État de droit. On ne peut pas s'attaquer aux libertés individuelles, et donc, du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, la Constitution, elle détermine finalement la survie de nos libertés. Ça, c'est la première valeur de ce texte. Puis la deuxième fonction de ce texte, c'est que ça aménage les différents pouvoirs, ça organise leurs relations, et ça aussi c'est important. Une constitution, c'est toujours le fruit d'un paradigme politique à un moment donné. Et en l'occurrence, la nôtre, celle de 1958, elle a été écrite par et pour un homme, c'est le général de Gaulle. Tout dans la Constitution française transpire le général de Gaulle. C'est la manière qu'il avait d'envisager le pouvoir. Et donc, c'est une constitution qui donne énormément de pouvoir à l'exécutif par rapport au législatif, qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République, qui en fait quasiment ce qu'on appelle un monarque républicain, qui a un pouvoir complètement démesuré, parce que ça a été taillé pour le costume du général. Le degré de défiance, aujourd'hui, des citoyens à l'égard de leurs institutions et de leurs représentants oblige finalement à revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire en fait à faire en sorte que les citoyens soient associés à l'élaboration d'un texte capital qui les concerne tous, pour qu'ils retrouvent une place dans le processus politique. La Constitution de la Ve République ne prononce quasiment jamais le mot citoyen. La notion de citoyenneté qui est en train d'être réhabilitée est totalement absente de notre texte constituant. Pareil pour environnement. Le moment de l'écriture de la Constitution, c'est un moment où on est amené à se penser soi-même comme nation, hein, comme peuple, à essayer de définir ce qu'est la volonté commune qui nous unit, le destin commun qui nous unit. Donc le moment constituant, c'est un moment capital pour refonder la légitimité de l'ordre politique. Or aujourd'hui, ça manque, et il me semble que si on doit réécrire la Constitution, ça ne peut pas être qu'une assemblée élue, tout simplement. Il faut que ce soit un processus participatif qui associe les citoyens sous différentes formes, mais qui les réimplique dans le processus politique. Pour moi, c'est capital. Et aujourd'hui, à l'heure de la révolution numérique, à l'heure de la révolution démocratique, participative, etc., notre Constitution est totalement has-been. Elle est complètement silencieuse sur des pans entiers de ce que devraient être les priorités aujourd'hui d'une Constitution dans l'organisation de la consultation du peuple, de ce mode de fonctionnement-là. La Constitution ne prévoit que 2 articles dans lesquels on consulte le peuple. Sur les référendums, où la seule question qu'on peut poser au peuple, c'est oui ou non. Bon, si on résume, la Constitution de 1958 a été écrite par et pour le général de Gaulle. Et 70 ans plus tard, à l'ère d'Internet, des grands défis climatiques et économiques, les règles du jeu concentrent toujours autant de pouvoir dans les mains d'un seul homme. La défiance envers les élus, comme l'influence des lobbies sur les politiques publiques, ont pris une trop grande ampleur. Les règles du jeu de notre démocratie représentative doivent être écrites et contrôlées par les gouvernés,
histoire que les gouvernants n'en abusent pas. D'ailleurs, aujourd'hui, qui peut modifier la Constitution et qui se charge de la faire appliquer ? Mais en fait, on ne peut pas modifier la Constitution sans en passer par l'Assemblée et par le Sénat. Par exemple, on ne peut pas supprimer le Sénat. Il serait obligé de voter sa propre suppression. Donc en fait, cette Constitution, elle rend extraordinairement difficile sa révision. Quant au changement pur et simple de Constitution, quant au passage à la 6e République, il n'est rendu possible que par la possibilité qu'offre une élection importante, comme l'élection présidentielle, de bousculer la Constitution à travers un mécanisme qui s'appelle l'article 11, qui permet d'organiser un référendum qui demande aux citoyens s'ils sont prêts à changer de Constitution et qui leur donne un petit peu les clés du processus. Il n'est pas sûr que ça marche, parce que le Conseil constitutionnel peut dire son mot là-dessus. Le Conseil constitutionnel, donc, il est composé de 9 personnes qui sont en place pour 9 ans, qui sont nommés par 3 tiers, un tiers nommé par le président de la République, un tiers nommé par le président de l'Assemblée nationale et un tiers nommé par le président du Sénat. Donc le cordon ombilical avec le pouvoir politique, il n'est pas rompu. Le problème de notre Conseil constitutionnel, c'est qu'il est en partie composé d'anciens acteurs politiques, auxquels il faut ajouter les anciens présidents de la République. Donc des gens, finalement, qui ne sont pas forcément des juristes, qui ne sont pas forcément autonomes dans leur manière de penser. Aujourd'hui, en ce moment, il y a Laurent Fabius, Lionel Jospin au Conseil constitutionnel. Bon, donc il y a des gens qui, effectivement, ont un passé politique et peuvent avoir, et c'est ce que craignent ceux qui s'opposent à ce qu'on appelle le gouvernement des juges, ils ont peur que les jugements du Conseil constitutionnel soient politiques, dans leur fondement. C'est un risque. Le Conseil constitutionnel veille à ce qu'aucune décision politique ne viole la Constitution. C'est le garant de son application, son rôle est capital. En Allemagne, par exemple, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe n'est composé que de juristes de formation, a priori sans idéologie politique. Aujourd'hui en France, sur les 10 membres qui composent notre Conseil constitutionnel, au moins 5 ne sont pas juristes de formation, mais des professionnels de la politique. Loin de nous l'idée de supposer ces membres malhonnêtes, mais de nos jours, le Conseil a pris une nouvelle dimension. En effet, il est sans arrêt consulté sur la constitutionnalité de nos lois. Il a donc recours à des aides extérieures appelées portes étroites. Rédigées par des constitutionnalistes, des juristes, mais aussi parfois des parlementaires et des lobbyistes, ces portes étroites influencent forcément les décisions du Conseil et manquent encore de transparence. Par exemple, lorsque le Conseil a eu à juger si la taxation à 75% des plus riches était compatible avec la Constitution, la Ligue de football professionnel a payé une porte étroite qui a été transmise au Conseil. Sur la seule loi renseignement, le Conseil a reçu 21 portes étroites comme autant de tentatives d'influer sur une décision juridique de la plus haute importance. En fait, les abus de pouvoir viennent rarement d'hommes politiques mal intentionnés. Ce sont plutôt les failles des institutions, le manque de transparence et des pouvoirs mal séparés qui conduisent à des situations antidémocratiques. Les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle qui ont commencé à réfléchir aux notions de liberté et d'égalité voulaient lutter contre le despotisme. Il y a notamment un philosophe qui s'appelle Montesquieu qui a théorisé ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs, où le pouvoir arrête le pouvoir, c'est comme ça qu'il disait ça. Et il expliquait que on constate que dans toutes les sociétés humaines, dès l'instant où les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ou ne serait-ce que 2 de ces pouvoirs-là, sont concentrés entre les mains d'un seul homme ou d'un seul organe, alors cet homme ou cet organe a tendance à en abuser. Et donc il a théorisé l'idée qu'il fallait séparer les pouvoirs des uns des autres pour leur permettre de s'équilibrer. Un des drames de la période actuelle, c'est qu'effectivement, la séparation des pouvoirs, elle n'est pas évidente. On a finalement une assemblée qui a perdu totalement son autonomie par rapport à l'exécutif. Mais c'est à peu près la même chose dans tous les pays. Le Premier ministre, le Président de la République, dans tous les pays, ont pris l'ascendant sur les autres pouvoirs. Donc cet équilibre entre le législatif et l'exécutif, il est un peu rompu. Mais il y a une chose essentielle,
c'est que le judiciaire doit être indépendant. Le pouvoir judiciaire, il est garant, c'est le troisième pouvoir, il est garant de l'état de droit. C'est-à-dire que c'est celui qui défend les libertés, c'est celui qui doit, d'un certain point de vue, faire prévaloir les droits de l'homme sur la politique ordinaire. Ensuite, les trois pouvoirs doivent pouvoir fonctionner ensemble, et c'est ce qui est expliqué dans la Constitution. On peut aller même encore plus loin, et avoir une séparation du pouvoir législatif lui-même, entre deux chambres. Parce que retirer le pouvoir de faire des lois des mains d'un seul monarque, si c'est pour le donner à une seule chambre, on risque d'arriver à la même dictature. Donc, on sépare le pouvoir législatif entre deux chambres, l'Assemblée nationale et, aujourd'hui, c'est le Sénat. Demain, ce sera peut-être le Conseil économique, social et environnemental ou un conseil citoyen tiré au sort. Donc, dans un monde idéal, la Constitution est écrite avec les citoyens. Son application est contrôlée par des juristes indépendants et impartiaux. Cette nouvelle constitution définit comment les gouvernés acceptent de déléguer leur pouvoir à des représentants et sépare les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de manière à ce qu'aucun ne prenne le pas sur les deux autres. Elle donne enfin une place aux citoyens qui est amené à contrôler et à participer à la vie publique à d'autres moments que lors d'une élection ou d'un référendum. Voilà. Et comme tout ça n'est pas pour demain, finissons sur un dicton africain. On ne va pas demander à des poissons de voter des crédits pour acheter des hameçons. Ça s'applique extrêmement bien à la démocratie. À un moment donné, quel que soit l'élu en face, de toute façon, si on veut transformer les choses, si on veut que les citoyens prennent leur place, eh bien, il faut qu'ils aillent la chercher. Il ne faut pas attendre qu'on te donne les choses. En politique, il faut ne pas avoir peur du rapport de force, ne pas avoir peur du conflit et aller s'inscrire dans des logiques où on participe, on collabore, mais sur une logique d'égalité. Et il faut gagner son statut de partenaire. Et donc, il faut s'inscrire dans des rapports de force. Je suis l'intelligence collective, le pouvoir de savoir, je suis ta force vive. Je suis celle qui remonte les débats des bouches d'en bas jusqu'aux oreilles des réseaux d'en haut ou vice-versa. Je suis le programme décrypté pour le citoyen, le croisement d'informations, le nouveau moyen, l'application qui aide à défricher. Je suis l'aiguille dans la botte de foin. Dans mes Civic Tech, je décrypte la rhétorique politique. Viens te renseigner, te perdre et t'informer. Sans le savoir qui te grise, sans le pouvoir de ta connaissance grise, viens donc ici que je te technocratise. On organise des ateliers, et notamment un atelier à 18h, pour imaginer comment la démocratie devrait mieux fonctionner dans l'idéal. Donc vous êtes les bienvenus à l'atelier et vous êtes bienvenus aussi à participer sur le site de la démarche. Voilà. Ça vous intéresse ? Oui, je veux bien. C'est pas lié à des partis politiques du tout, c'est lié notamment à la région Centre-Val de Loire pour voir comment on peut améliorer la démocratie dans la région Centre. Bonjour, je vous le donne aussi. Vous pouvez en tant que citoyen participer à faire évoluer cette démocratie. Bon. Là, forcément, on ne sent pas les citoyens vraiment motivés. Il faut dire qu'accepter de faire partie d'un processus d'intelligence collective demande du temps et du travail. Pour autant, les Français sont chaque jour plus nombreux à faire preuve de cette ouverture d'esprit, de cette envie de confronter ses opinions et de ce sens de la responsabilité. En matière d'intelligence collective, la Civic Tech Parlement et Citoyens a fait la preuve en quelques années d'une vraie puissance politique. Le sénateur Joël Labbé a ainsi co-construit avec les Français une loi sur les pesticides à usage non agricole, qui interdit aux particuliers d'en acheter et aux collectivités d'en répandre sur les espaces publics. Au secrétariat du numérique, Axel Lemaire a co-rédigé la loi pour une république numérique. À la base, une consultation publique enrichie de propositions d'internautes a pu créer un engouement, un lobby citoyen qui a conduit à la promulgation de la loi. Devant le succès de la plateforme, l'association Parlement et Citoyens a ainsi créé l'entreprise Cap Collectif pour commercialiser son outil de concertation. Cap Collectif, c'est une Civic Tech qui édite et commercialise une plateforme et une méthode d'intelligence collective. On bosse avec des collectivités locales, des ministères, des entreprises, des fondations, des assos. Donc on a une plateforme en ligne sur laquelle il est possible de configurer, en simultané ou non,
différentes applications participatives. Par exemple, le module de consultation, ou le budget participatif, ou l'appel à projet. C'est des gens qui sont venus vers nous en nous disant on aimerait utiliser l'outil que vous avez développé pour Parlement et Citoyens. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Cap Collectif. Il y a beaucoup effectivement, de politiques qui sont persuadés qu'en leur offrant cette méthodologie et cet outil, on va leur enlever, entre guillemets, du pouvoir. Ça, c'est pour la majorité. Et ceux qu'on va chercher, nous, ce sont ceux qui ont compris qu'il était en train de se passer quelque chose et que utiliser une plateforme comme Parlement et Citoyens n'est pas du tout pour eux une baisse de pouvoir ou de légitimité, bien au contraire. C'est ce qui permet aux yeux des citoyens de se retrouver face à des gens qui comprennent que la politique doit se faire autrement et donc a priori qui gagnent en crédibilité. On pourrait peut-être changer le système en s'appuyant sur les parlementaires à l'intérieur du système qui sont eux prêts à aller dans le sens dans lequel on veut aller nous. Parce que tu vois, le truc, c'est qu'il y en a, et il y en a plein. Le seul problème, c'est qu'on n'en parle jamais et que personne ne les connaît. Parce que c'est des besogneux, c'est généralement des mecs qui viennent pas du cru de la politique, qui savent pas s'afficher devant les médias, parler devant les caméras, etc. Et ils bossent. Et nous, notre job à nous, notre conviction à nous, c'est qu'en allant chercher cela, en menant les expérimentations avec eux, on créera un cercle vertueux, ce que je disais tout à l'heure, et produire des preuves qui petit à petit en amènera d'autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme je te dis, au-delà de ce qu'on espérait, puisqu'on en est arrivé à créer une start-up qu'on n'avait jamais envisagé créer, on a lancé des consultations avec des ministères, dont Axel Lemaire, avec laquelle on a coproduit une loi. C'était la première fois que ça se faisait en France, ça ne s'est jamais fait en Europe, et on n'a pas trouvé de traces d'expérimentation équivalente dans le monde. Personne n'a la science infuse, et encourager la confrontation de points de vue divergents permet toujours une meilleure appréciation de la complexité d'un problème. Aujourd'hui, les grandes entreprises l'ont compris et transforment leurs organisations pour devenir plus transversales et plus agiles. Pourquoi ces politiques publiques, qui souhaitent souvent se comporter comme des entreprises, ne prennent pas ce même virage? En cela, les expérimentations locales sont à suivre attentivement. Si jamais vous voulez vraiment exprimer quelque chose, en effet, si vous êtes complètement d'accord avec l'idée, vous avez le droit de faire comme ça. C'est dans le langage des sourds, c'est quand on applaudit, on fait comme ça. Si vous n'êtes vraiment pas d'accord, vous avez le droit de faire comme ça en disant... voilà. Mais comme ça, on voit, mais on n'en parle pas parce que sinon... on ne va pas prendre 10 minutes, on va prendre 3 heures. Sur l'idée de mixer le numérique et le présentiel, la région Centre-Val de Loire est un bon exemple, une bonne illustration de cette nécessité, puisque Cap Collectif travaille avec eux en fournissant sa plateforme et qui vise justement à assurer la coordination de la participation citoyenne, autant par le numérique que par l'ensemble des instances qui sont en train de recenser et imaginer pour le futur. La plateforme démocratie permanente, c'est le point de convergence de toutes les contributions, de toutes les idées, de toutes les propositions. C'est là-dessus qu'on retrouve tout ce qui s'est passé et c'est là-dessus qu'on peut rajouter des choses, des idées, des propositions ou réagir à ce qui a déjà été construit. Donc là, on est sur un outil d'intelligence collective qui est central dans le dispositif et qui pourtant ne pourrait jamais fonctionner tout seul. Le numérique tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument faire des choses dans les territoires. Nous sommes donc allés à la rencontre de Judith Ferrando, spécialiste de la concertation et accoucheuse d'intelligence collective, extrayant d'une main de fer dans un gant de velours les nectars de brouhaha inaudibles. Alors, il me semble que l'étape la plus indispensable pour faire naître l'intelligence collective, c'est vraiment prendre le temps de s'approprier un sujet. Avant même de donner de l'information sur un sujet, il faut déjà se questionner. C'est une démarche, je dirais, presque philosophique. C'est se poser la question de comment moi je me situe par rapport à un sujet. Ensuite, c'est quand on s'est questionné que cognitivement, on peut être à même d'écouter des informations. Donc la deuxième règle, c'est d'exposer un groupe à des informations, on dit contradictoires. Alors, contradictoire, ça veut dire autant d'informations pour un sujet que contre un sujet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer des conditions artificielles, mais nécessaires, pour être exposé à tous les points de vue en présence, les discuter, les critiquer, les tirer un peu dans tous les sens, pour voir après comment on se positionne là-dessus dans l'intérêt collectif. Aujourd'hui, on a atteint un niveau d'efficacité, de sophistication dans les techniques de discussion, dans les techniques d'animation de la discussion, de structuration de la discussion, qui fait qu'on peut produire vraiment efficacement, légitimement, à plusieurs, assez rapidement. Tout l'intérêt, c'est d'utiliser vraiment le numérique comme une chambre d'écho, un espace de captation, un premier espace de discussion, mais après de reprendre le temps de le verser à une réunion en présentiel avec peut-être moins de personnes, mais qui vont prendre le temps
de regarder les arguments en présence, de voir ce qui revient le plus souvent et d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a une capacité à concilier les arguments qui paraissent irréconciliables. Il y a une difficulté propre au numérique qui est la notion de communauté. En fait, autant on peut savoir ce qu'est cette communauté lorsqu'on est dans une salle et que finalement on peut se connaître les uns les autres. Autant les communautés du numérique, elles sont d'une autre nature. Elles ne se sont jamais véritablement totalement représentées comme telles. La place de l'individu est forcément toujours beaucoup plus forte que dans les assemblées où finalement on contracte une forme de dette à l'égard des autres. Tu peux pas faire objectivement du débat contradictoire sur Internet. Tu as besoin de réunir les gens et tu as besoin de les réunir au même moment. Ça ne peut pas être comme sur un forum, des matchs de ping-pong où les gens ils vont les uns derrière les autres. Non, il faut les mettre dans une pièce, il faut prendre le temps de produire les argumentaires, de faire venir éventuellement des experts qui défendent des positions contradictoires et d'organiser la prise de parole pour s'assurer d'une écoute je dirais, respective de la position de chacun. Et ça, tu peux le faire que quand tu réunis les gens. Des citoyens qui n'ont jamais réfléchi à un sujet, c'est-à-dire qui lui sont complètement extérieurs. Si on leur donne la possibilité d'entendre des experts, c'est-à-dire de progresser dans leur connaissance du sujet, peuvent à la fin produire un jugement. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des citoyens sont capables de se hisser à la hauteur des enjeux d'une question qui leur est posée. Ils sont capables d'acquérir de l'information et de produire un jugement politiquement raisonnable, légitime sur ce sujet. Si on résume, la recette pour fabriquer de l'intelligence collective, c'est un premier temps d'information où chacun prend le temps d'écouter, de comprendre les arguments pour et contre, de définir son libre arbitre. Un second temps sur une plateforme web où le ton monte et les arguments s'entrechoquent. Et un troisième temps de débat physique, où l'on décortique les arguments les plus répandus lors de la seconde étape et où l'on essaie de trouver un consensus. C'est ça, n'est-ce pas? On cherche pas le consensus, en fait, c'est ça le piège. On cherche le dissensus, on cherche ce qui va pas. Et on essaye de trouver le dissensus qui concerne le moins de personnes possible. En fait, c'est ça le but de n'importe quel débat public ou n'importe quelle concertation, c'est pas de trouver un accord commun génial où tout le monde sera d'accord, c'est de trouver quels sont les points où ça va pas marcher, combien de personnes sont concernées par le problème et comment on les dédommage. Comment la société, je parle pas uniquement financièrement, mais comment la société dédommage les gens, tous les gens qui vont être expulsés de leur terrain agricole parce qu'on va mettre un aéroport, si jamais ça se fait. Ces gens-là, donc, on les comptabilise et comment on fait pour que leur vie soit meilleure. La recherche de consensus est, in fine, dans notre métier, quelque chose d'hyper important. Mais la recherche du dissensus l'est beaucoup plus, en fait. La politique, aujourd'hui, c'est de la télé-réalité, genre BBFM TV. Les flashs crépitent, la folulule, c'est la fête à Gudule. Brexit, Frexit, sexy facho, voilà tout ce que j'excite. Il suffit d'une crise et leur pupille dilatée de désir sécuritaire anti-migratoire palpite. Tu les sens, les relents de misère, les votes contestataires? Le peuple veut un papa, un mâle alpha autoritaire, un papa protecteur. Façon Poutine et sa petite moto, Trump et son petit hélico. Et puis après quoi? La grosse fessée sécuritaire, le grand retour en arrière. Fais-moi mal, Donald, Donald, Donald. Moi j'aime la politique qui fait boum. Bonjour, bienvenue chez Acropolis, venez entrer. Donc voilà, c'est ici le studio d'Acropolis, c'est là qu'on tourne et qu'on prépare l'activité de toute la chaîne. On est 3 à plein temps ici à Paris dans le 9e. Il y a Sylvain qui est au niveau de la régie directe qui s'occupe de préparer les assets pour le tournage de l'émission. On est en direct dans 17 minutes, donc il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Et ici, on a Jennifer qui est rédactrice en chef d'Acropolis et qui donc prépare la programmation, s'occupe de l'animation de toute la chaîne, d'organiser le workflow, etc. Et moi, je suis là, au niveau du plateau fond vert, et c'est d'ici que je commente tout ce qu'il y a à commenter en politique. Il est 20h15, on est à l'antenne dans 15 minutes pour une soirée très importante puisque c'est le débat de TF1 entre les 5 principaux candidats à la présidentielle et nous on s'attend à faire un pic d'audience parce que c'est une soirée très attendue. Donc on est un peu stressé mais ça devrait bien se passer. C'est la crise démocratique qui m'a donné envie de prendre un virage à 180 degrés et de me lancer sur YouTube pour parler de politique aux jeunes et essayer de leur rendre accessible la politique. J'ai travaillé pour des élus, pour des ministres, etc. J'ai fait ce genre de boulot-là, donc je connais un peu l'intérieur de la machine.
Et c'est parce que je connais l'intérieur de la machine que je me suis senti légitime à dire, mais en fait, regardez, je vais vous prendre par la main et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour vous permettre de comprendre, simplement, et que vous puissiez vous faire votre opinion. Je suis pas là pour dire aux gens quoi penser, je suis là pour les aider à se faire leur propre opinion. Jean, youtubeur, fondateur d'Acropolis et professeur de droit constitutionnel, commente la vie politique française pour les jeunes. Jean ne part jamais bronzer dans les îles. L'hiver, il ne va pas au ski et on ne peut pas non plus dire qu'il soit très mondain. Non, Jean bosse. À l'Assemblée nationale ou en meeting, sur un plateau ou sur son canapé, Jean décrypte cette vie politique qui peut sembler parfois difficile d'accès. Au milieu du 19e siècle, il y a un certain nombre de penseurs, de démocrates, comme on dirait, qui se sont rendus compte assez rapidement des limites du système électoral. Et ils se sont dit, mais en fait, ça sert à rien de donner le pouvoir au peuple si on ne donne pas au peuple les clés pour maîtriser ce nouveau pouvoir qu'on lui a donné. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Parce qu'il ne peut pas y avoir de bonne démocratie si la population n'est pas éclairée. Donc il faut la liberté de la presse, il faut la liberté absolue de conscience, mais il faut aussi passer par une étape de formation citoyenne. C'est pour ça qu'on a inventé l'école et c'est pour ça que l'école joue un rôle républicain, démocrate extrêmement important. Et donc demain, dans notre évolution citoyenne participative, on va peut-être devoir réinventer d'autres modes d'information, d'autres modes de formation. Donc pour moi, l'enjeu essentiel, c'est vraiment que dès l'école, on développe cette capacité à avoir un esprit critique sur toute information qui est donnée et à pouvoir différencier ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre d'un discours produit sur ces données. Autre chose qu'on met en place de plus en plus, mais qu'il faut vraiment accélérer dans les écoles, c'est l'initiative. C'est l'initiative des lycéens, des collégiens, c'est leur permettre de monter par eux-mêmes des projets, de se tromper peut-être, peu importe, mais de créer des associations, de créer des journaux dans leur lycée, de participer à la définition de l'intérêt général au niveau local. Ça, il faut considérablement avancer dans cette direction-là, parce que je pense qu'on n'ira pas dans la direction d'une démocratie participative citoyenne si on n'enseigne pas la prise d'initiative collective, associative dès le plus jeune âge. Bonjour à toutes et à toutes. Salut Armel, donc on est très content de te retrouver. Raconte-nous Armel, t'es dans quelle ville et t'es avec qui là? Alors on est à Pithiviers, ou juste à côté de Pithiviers, à Accou, et on est avec des jeunes de la MFR d'Accou. C'est quoi la MFR? La MFR, qu'est-ce que c'est? C'est la maison familiale et rurale. Pourquoi on se fait diriger que par des gens qui ne nous représentent pas, genre qui se rendent compte que la vie c'est pas le monde des bisounours et que tout le monde n'a pas 20 000 € par mois, quoi. Ils n'ont pas non plus 20 000 € par mois, mais ils ont beaucoup plus d'argent que la moyenne, oui, ça c'est vrai. On a discuté avec des lycéens qui nous ont dit, mais en fait, il faut qu'on ait dans nos lycées des agoras, des lieux dédiés dans lesquels on puisse faire vraiment vivre une démocratie dans le lycée où on débatte de sujets, etc. Et donc, le fait d'incarner la démocratie par un lieu à l'intérieur des lycées, ça c'est une idée qui me semble super intéressante pour former le citoyen de demain et lui apprendre à débattre, à délibérer, à avoir des avis contradictoires. Tu vois, il y a Enzo qui est bénévole dans une association, il y a Chloé qui est déléguée de classe, il y a Charles Fournier qui est élu dans une collectivité. Et ben, les trois, à leur manière, ils agissent pour l'intérêt général, dans des rôles différents, mais ils agissent pour l'intérêt général. Dans un sens, il a pas tort. Dans un sens, t'as pas tort. Genre. Dans un sens seulement, bah, tant mieux. On va aller dans ce sens-là alors. 1515 Marignan. Mais c'est quoi Marignan? Beaucoup d'entre nous ont eu à apprendre au cours de leur scolarité quelques dates comme celle-ci, bêtement, par cœur. Aujourd'hui, le savoir contenu dans nos smartphones ne suffit pas. Il faut aussi connaître et digérer l'information pour la mettre en perspective, affûter son sens critique et développer son libre arbitre face au tohu-bohu quotidien. Être citoyen, c'est se forger une opinion et la confronter régulièrement à celui de l'autre, pour s'éduquer au doute, à la curiosité et à l'ouverture d'esprit. En cela, les médias jouent un rôle primordial dans notre démocratie et sont en partie responsables de la crise politique que nous traversons. Emmanuel Macron, là, qu'on sent assez énervé quand il est mis en cause personnellement sur la question du financement de sa campagne avec ses dons. Le financement est transparent, il est soumis à une commission. Mais nous ne les donateurs sont protégés par la loi dans leur identité. Ceci n'est pas un débat 2, c'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Si j'y étais, j'aurais été à la primaire. Sommes-nous, nous les journalistes aujourd'hui, les narrateurs du monde? Ma réponse c'est non. Voilà. Et comment faire en sorte que les médias reviennent dans le monde réel, dans les questions qui sont celles qui, pour de bon, nous concernent, la hiérarchie des importances.
Dans la hiérarchie des importances, est-ce que c'est de savoir si Fillon a une chance à la présidentielle? Ou est-ce que c'est quelles seront les conséquences des 32 km de banquise qui sont en train de se séparer dans l'Antarctique, qui vont dériver? La banquise, c'est de l'eau douce. L'eau douce dans l'eau de mer, elle modifie le degré de salinité. Or, c'est le degré de salinité qui conditionne le fonctionnement du Gulf Stream. Si le Gulf Stream s'arrête, en 3 mois, pas en 2000 ans, en 3 mois, à Londres, c'est le climat de la Sibérie, avec les conséquences économiques, politiques, sociales, sanitaires que vous imaginez. Ça, c'est une vraie question. Elle est racontée où? Il ne s'agit pas d'être anxiogène. Il s'agit de dire, voilà le monde dans lequel nous vivons. Non, on continue de savoir si Sarkozy a de la peine ou si Fillon a une chance. Je suis navré, ce sont des questions secondes. Beaucoup se demandent, le monde va changer. Non, le monde a déjà changé. Et on ne sait pas raconter à quel point il a déjà changé. Florent est le fondateur de Le Dranche, un journal de débat qui cherche à titiller notre mauvaise foi, notre indécrottable confiance en nous. Regardons par exemple cet article sur la suppression du droit du sol. Je consulte le contexte, qu'est-ce que le droit du sol, d'où vient-il et pourquoi c'est un sujet d'actualité. Ensuite, je donne mon avis avant de lire les arguments des contradicteurs. Et pour le coup, je n'ai pas d'avis. À présent, je consulte les arguments pour et les arguments contre, rédigés par des spécialistes. À cette étape, je réalise une montée en compétences me permettant de mettre en perspective des avis divergents. Je fais évoluer ma posture naturelle et me forge ma propre opinion. Le site ledranche.fr comme Acropolis ou Vox.org sont des civic tech dont le travail principal est de nous aider à devenir des citoyens avertis. Sans étiquette politique, sans actionnaires aux intérêts multiples, ces médias grossissent chaque jour et deviennent peu à peu des acteurs de la vie politique. Aujourd'hui, les médias et la démocratie sont des milieux qui sont extrêmement liés l'un à l'autre et qu'effectivement, si on veut changer l'un, sans changer l'autre, ça ne fonctionnera pas, peu importe lequel d'ailleurs. La concentration des grands organes de presse et des grands médias entre les mains d'un certain nombre d'oligarques un peu partout dans le monde produit des effets, c'est-à-dire menace d'un certain point de vue le pluralisme démocratique. Il y a certaines entités du groupe Bolloré comme Havas Media qui passent des contrats avec des États, et notamment des contrats d'image avec des États comme le Tchad, comme la Russie. Ça pose beaucoup de questions, ça. On se rend compte que ce soit par exemple dans les Panama Papers, on n'a pas mentionné une seule fois le nom de Drahi dans BFM TV et les médias appartenant à Drahi, alors qu'il avait 5 sociétés au Panama. Il y a comme ça, il y a des inclusions. L'affaire Dassault a très peu été traitée dans Le Figaro. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui se multiplient, qui montrent que il n'y a pas une indépendance complète. Et oui, tout le monde est libre aujourd'hui de lancer un média, de dire ce qu'on veut sur Internet, heureusement. Simplement, l'audience aujourd'hui, elle reste encore majoritairement captée par ces grands médias qui sont, eux, de moins en moins indépendants. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie éducation des médias à avoir, qui n'est pas forcément faite. Je prends un exemple, par exemple, qui me fait souvent marrer. Mes grands-parents, par exemple, ont découvert Internet assez tardivement. Ils se sont mis, en fait, à 75 ans, à transférer les chaînes de mails qu'on s'envoyait quand on était au collège, des chaînes de spam qui sont politiques, souvent un peu extrêmes, ou en disant « Regardez, on nous a menti parce que, etc. » Et moi, je me rappelle ma grand-mère me dire « Ben non, mais je connais très bien l'ami qui me l'a envoyé. » Donc, elle m'a jamais raconté de mensonge de toute sa vie. Et du coup, il y a un vrai boulot d'œil critique, de faire le tri, parce que les codes changent très vite. Ils ont changé très vite, mais ils vont continuer à changer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pas armés en fait pour faire ce tri-là. Vous le connaissez? Oui, je le connais. C'est dingue, à chaque fois qu'on a un débat télé sur les questions de temps de travail, c'est une putain de cacophonie, on n'entend plus rien. Alors tout à l'heure sur le nucléaire, ils arrivaient à parler, sur l'éducation pareil, sur les institutions aussi. C'est ouf. Ce qui manque dans notre fonctionnement démocratique actuel, c'est d'avoir des espaces tiers, des tiers-lieux où les gens puissent confronter leurs opinions, discuter leurs intérêts et forger leurs convictions. Et une fois qu'ils ont forgé leurs convictions dans ces espaces, pourquoi pas entre eux, avec des gens qui leur ressemblent dans un premier temps, ils peuvent ensuite venir participer au débat public de manière plus instruite, plus construite. C'est là où c'est très important de lire, c'est là où c'est très important de rencontrer des gens, et de rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord, et de discuter. Quand effectivement on n'a pas les arguments pour juger de ce que quelqu'un nous dit, faire des recherches pour pouvoir se construire sa propre opinion. Et ça, c'est un des enjeux clés de la démocratie. Les débats politiques, c'est chiant. De toute façon, c'est des vieux en costard qui parlent sérieusement de sujets sérieux. Donc, si tu veux, partant de là, t'es perdant, c'est chiant.
L'autre truc, c'est que c'est compliqué la politique. C'est des sujets de fond, c'est des sujets sociaux, économiques, etc. C'est des sujets qui sont un peu difficiles d'accès quand t'as pas un minimum de clés de compréhension. Développer son libre arbitre sur des sujets complexes, c'est long, c'est compliqué et ça demande un travail sur soi, de réflexion du rapport qu'on entretient avec le monde qui nous entoure. Et ça, c'est un travail qui est chiant à mener. L'école doit jouer un rôle, les médias doivent jouer un rôle, les corps intermédiaires, les associations, les syndicats, les organisations doivent jouer un rôle. Moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, en démocratie, on n'arrivera pas forcément à s'entendre. Si tu te bases sur le fait qu'il n'y a que l'entente qui serait démocratique, tu vas exclure tout un certain nombre de sujets sur lesquels on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Peut-être certaines inégalités qui profitent à certains, ça peut être le nucléaire, ça peut être la construction d'un nouvel aéroport, tout ce que vous voulez. Et bien, à un moment donné, il faut plutôt faire de la place au rapport de force, à la négociation, et ça va permettre de faire changer les choses. On a avec les réseaux sociaux et le phénomène des bulles de filtre, des phénomènes de conformisme d'opinion et de polarisation de l'opinion qui sont évidemment très dangereuse. La dissonance cognitive, on n'aime pas penser deux choses différentes dans sa tête. Et donc, on va toujours vers la source de discours qui est la plus proche de la nôtre. Ça, c'est un mécanisme qui a été amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux. Et en plus de ça, je pense qu'en France, on aime bien avoir une opinion sur tout. Ça nous valorise, ça fait partie de l'identité. C'est-à-dire qu'on se définit en fait par ses opinions. Et c'est pour ça qu'on a extrêmement de mal aussi à remettre en cause ou simplement à accepter de se dire je peux changer d'opinion parce que c'est ce qui nous définit. Notons que les médias, les réseaux sociaux, Internet entretiennent aujourd'hui la résistance, la contre-démocratie, la critique. Et ça, c'est extrêmement profitable à la démocratie. Merci à tous et à tous, gros bisous, bonne fin de journée, jingle, générique, fin d'émission, ciao. Ouais, tout le monde est bénévole sur le projet actuellement, personne ne gagne d'argent, ouais, on est tous sur nos chômages respectifs. Et on cherche à trouver un modèle économique avec la difficulté qui est que on touche pas de subventions malgré le fait qu'on fait un travail d'intérêt général. Et tu l'as vu ce soir avec les retours qu'on a sur le chat, quoi. Les gens, ils étaient plus de 60% à dire que sans nous, ils auraient pas regardé ce débat. Ah mais c'est déjà un média alternatif. On est la première chaîne parlementaire chez les moins de 65 ans aujourd'hui. En termes de nombre de vues, etc. On parvient à toucher un public que les télévisions ne parviennent pas à toucher sur des sujets qu'on est les seuls à traiter. Donc le média existe déjà. Après, effectivement, moi, je fais un stream par jour. Je présente une émission comme celle d'aujourd'hui par jour. C'est déjà le maximum de ce que je peux faire et c'est déjà surhumain comme nombre d'énergie que je dépense. À terme, moi, je rêve de couvrir au moins 10 heures par jour de stream, d'émissions différentes. On parlera d'économie, d'environnement, de citoyenneté, de local, d'international, des streams sur des parlements étrangers, sur le Parlement européen, sur des parlements locaux en France, des conseils municipaux, régionaux, départementaux. Moi, je vais être la chaîne de toutes les citoyennetés. Et pour faire ça, on a besoin d'avoir une équipe pléthorique, d'avoir une vraie régie professionnelle, un truc qui tourne 24 heures sur 24, des rediffusions, un modèle économique, etc. Donc, ouais. Mais on y arrivera. Évidemment qu'on y arrivera. Citoyens, indignés, indigents, concernés, concertés, consternés, engagés, enragés, envoûtés, tire-moi au sort l'élu de ton cœur, je veux plus être en cumulé de mandats. Marre des consensus mous, je veux du dur, de l'engagement, une société civile qui me fait péter l'urne, qui prend les devants. Moi, Miss Démocratie, le passé, je m'en tamponne le suffrage universel. Prends-moi le scrutin. Tels des pantins, nus et désarmés, minorité si peu risible que nous sommes, lassés de nos frustres processus électoraux, un jour nous pourfendrons la foule sous les huées et les cris, enfin lucides, debout le jour ou la nuit, pour clamer haut et fort le renouveau démocratie. L'enjeu est simple, c'est que quand on parlait de savoir et de partager les savoirs, il existe deux types de savoirs. Les savoirs chauds, que tout le monde nous avons, dans notre expérience, nos travaux, nos réflexions, nos lectures, dans ce qu'on vit tous les jours, on a des savoirs chauds. C'est ce que nous savons. Et ce savoir chaud-là, on va pouvoir l'exprimer chacun de nous auprès des autres à une condition, c'est qu'à un moment, il rencontre un savoir froid. Et la rencontre de ce savoir froid qu'est la lecture, un grand écrivain qui a écrit quelque chose, un penseur, un sociologue, peu importe, qui ont dit quelque chose, qui ont établi des faits, qui ont étudié quelque chose et qui ressortent des choses. On sait plein de choses sur nos sociétés, sur notre mode de vie, sur nos fonctionnements. Quand un savoir chaud rencontre le savoir froid, ça explose. Et c'est là qu'on peut faire émerger, en effet, des réalités qui peuvent être comprises par tous. Et quand chacun de nous, on fait cet effort-là, sur nos savoirs chauds, de faire rencontrer un savoir froid,
Je pense que la vraie démocratie peut exister à partir de cette condition-là. Il faut retrouver le sens de l'intérêt général. C'est là l'urgence absolue. C'est compliqué, il faut faire des pas de côté, il faut accepter tous de moins s'écouter, soit d'écouter plus les autres, de fabriquer, de se dire qu'on n'a pas raison tout le temps, qu'on n'a peut-être pas raison maintenant, qu'on aura peut-être raison à un autre moment, que les autres disent des choses intelligentes. Il faut entendre les peurs, les colères, y compris les rejets, même quand ça nous heurte dans nos valeurs. Depuis 2008 et la campagne d'Obama, on voit progressivement comme ça se développer des outils qui favorisent la participation des citoyens. Et là, on a un tournant où on commence à avoir un certain nombre d'initiatives qui sont de plus en plus matures et qui, maintenant, arrivent à proposer une grande variété de services pour tenter de réorganiser la démocratie. Je mixerai des modalités de démocratie représentative et de démocratie directe. Et j'introduirai le système des référendums d'initiative populaire. Réfléchir à une gouvernance, on peut dire, qui marche, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, elle doit d'abord marcher à l'échelle locale, puis régionale, puis nationale, puis continentale, puis à l'échelle de la planète. L'enjeu des enjeux, ce n'est pas la lutte contre la famine et la pauvreté, ni l'éducation, le changement climatique ou le terrorisme. Ce n'est pas non plus la création monétaire, le taux de chômage ou l'Internet libre. Non, l'enjeu, c'est notre capacité à élaborer de nouvelles manières de nous organiser collectivement pour résoudre tous ces problèmes. L'enjeu des enjeux, c'est la démocratie. Nous devons exiger une démocratie où des pouvoirs étanches et transparents s'équilibrent, où nous autres citoyens occupons un poids politique, constituons un contre-pouvoir. Pour cela, en attendant que l'idée germe, que les institutions s'écrivent en ce sens, nous devons investir les espaces qui existent déjà et faire entendre notre voix. En plus des initiatives que nous avons rencontrées, il en existe beaucoup d'autres. Avec près de 146 000 participants, la primaire.org a élu une candidate citoyenne pour les présidentielles. Malheureusement, elle n'a pas obtenu les 500 signatures nécessaires pour se présenter, mais dans 5 ans, qui sait ? Make.org ou Change.org sont des plateformes de lobby citoyen où des voix se rejoignent pour se faire entendre. Assemble permet de mobiliser le plus grand nombre autour d'un enjeu clé et de co-construire des solutions en 2 mois. Démocratie OS ou l'application Stig permettent de prendre des décisions de manière transparente et collective. Vox.org, présent dans 19 pays, compare les programmes des candidats lors d'élections. Open Datasoft collecte les données de nos territoires et les met à disposition des citoyens pour qu'ils les transforment en informations intelligibles ou en applications utiles. L'ouverture des données publiques est également un pilier fondamental d'une démocratie transparente. Regard citoyen, questionnez vos élus, questionnez vos candidats, politiseurs ou Flucity mettent en lumière l'activité de nos élus pour nous permettre d'échanger avec eux. Sénat citoyen souhaite remplacer le Sénat actuel par une chambre de citoyens tirée au sort. Kawa rassemble les outils pour réussir l'organisation de rencontres dans la vie réelle. Oui, car si ces civic tech sont une formidable opportunité de recréer du lien, de débattre et d'échanger, la démocratie doit avant tout se confronter au réel. C'est au niveau local, dans nos conseils de quartier, nos associations, nos syndicats, partout où se construit le vivre ensemble, que nous pouvons reprendre la main sur notre organisation politique. Mes solutions, elles sont en fait assez simples. Elles sont difficiles mais simples. C'est de mettre les citoyens au charbon en fait. Signer une pétition, manifester dans la rue, c'est bien, mais c'est 1% du chemin. Moi, je veux que les citoyens, ils aillent faire des contre-propositions. Je veux que les citoyens, ils déposent des projets de loi concrets, écrits, prêts. Des trucs limite prêts à voter, tu vois. Et là, tu as un poids qui est génial. Politiquement, tu montres qu'être citoyen, c'est pas juste glisser un bulletin dans l'urne et manifester une fois tous les 2 ans, tu vois. Non, 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 être citoyen, c'est aussi mais faire la loi, quoi. Bosser, faire la loi, évaluer les politiques publiques, contrôler le gouvernement. Voilà, pour moi, c'est ça la solution.